Hop, interview Pat Fontaine de XYZ, quatrième partie. Déjà, avant de continuer, voilà, j'ai vérifié, tu avais raison, c'était bien Free, la reprise. C'est free, ouais, ouais, Bien ouais, Free, ouais. ouais, 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 c'est ça. Donc, du coup, suite à l'album Hungry, vous partez en tournée avec Foreigner. Alors, cette tournée, comment est-ce qu'elle s'est déroulée? Apparemment, il y avait plus Lou Gramm au chant, si ma mémoire elle est bonne. Oui, ta mémoire est excellente. En fait, il y avait un moment où je crois que Lou Gramm avait des problèmes de santé, je crois. D'accord. Euh, et je crois officiellement, je sais pas, mais je crois qu'il avait des problèmes de. Je sais pas exactement ce qui s'est passé, mais il a été remplacé par un chanteur extraordinaire, John Edwards, I think. Very, very good. Excellent. But, you know, quand tu joues avec Foreigner, donc bien sûr, nous, on est en levée de rideau, mais après notre segment, on attend, bien sûr. Et puis, on se met sur le côté de la scène, là, comment on dit en français, stage right, côté court ou Ouais. côté jardin, côté court, côté jardin. Non, comment on dit Ah, en français, il y a une espèce d'expression je crois qu'on est. stage right or stage left. Peut-être, hein. Côté court, enfin bref, Je l'ai je ne sais pas. pas comment on dit en français, mais on se met au côté de la scène, et puis tu regardes le concert, et tous ces morceaux qui jouent, tous les morceaux des smash, quoi. Tous les morceaux sont des hits. Et c'est vraiment, c'est extraordinaire. Alors, la raison pour laquelle je crois on a eu le tour, ou la tournée, c'est parce que Mick Jones a vécu en France, et le guitariste de Foreigner, Oui. et je crois même à bosser avec Johnny Hallyday. C'est ce que j'étais en train de me demander. Je crois bien, oui. Oui, il y a une espèce de Johnny Hallyday truc là. Et alors, il voulait parler français un peu. Ils sont français, pas mauvais du tout, hein. Et alors, après le concert, il venait dans notre car, et puis on parlait, on buvait, il nous racontait des histoires de la France et tout ça. Et c'est assez sympa, hein. Et, mais c'est un mec qui a tellement de talent. Quand on voulait faire le troisième disque, on voulait l'appeler d'ailleurs, on l'a appelé deux, trois fois pour qu'il produise. On voulait qu'il produise notre disque. Malheureusement, il commençait un petit peu à vieillir déjà, et il avait des problèmes de santé, et il ne voulait pas se déplacer. Il ne voulait pas venir en Californie. Euh, et donc, enfin bref, ça s'est pas passé. Mais c'était un type qui a tellement de talent, mais c'est un écrivain. C'est incroyable, ce type, incroyable. Et il a une histoire un peu française aussi, parce que je crois qu'il a commencé à Londres, et puis il a abouti en France, je ne sais pas. Il nous racontait des histoires avec Johnny Hallyday, je crois. Il a bossé avec Johnny Hallyday. D'accord. Alors du coup, concernant XYZ, il semble qu'à cette période entre 91 et 93, vous aurez eu un certain Tony Burnett à la guitare. Alors c'était quoi en fait? Il était deuxième guitariste en live ou... Non, non, ça c'est un truc, je ne sais pas ce que c'est. C'est quelqu'un, c'est une rumeur. On n'a jamais eu de Tony Burnett. D'accord, ok. Ben, je sais pas, c'est une rumeur. Je sais pas qui c'est, ce Tony Burnett. Mais j'ai vu ça, j'ai vu ça sur Wikipédia ou un truc comme ça. Non, Ouais. je sais pas qui c'est, il n'a jamais existé. Je crois que c'est sans doute Tony Marcus. Et peut-être que quelqu'un fait une erreur de. Non, il n'y a pas eu de Tony Burnett, je confirme. D'accord, faut pas croire tout ce qu'on lit, quoi. Oui, Ok. Donc Tony Marcus, justement, et Joey Shapiro, ils quittent déjà le groupe donc en 93. Et là, on n'entend plus trop parler de XYZ pendant quelques temps. Alors déjà, pourquoi leur départ? Et voilà, bon, tu le disais tout à l'heure, mais vous avez beaucoup souffert de la vague grunge, c'est un peu lié à tout ça. oui, on a beaucoup souffert, comme tout le monde à Hollywood, hein, tous les groupes de Hollywood, c'était fini, quoi. Alors, on a un peu arrêté le tir, quoi. On s'est dit, écoute, euh, il n'y a pas moyen, quoi. Il n'y avait pas moyen de résister à cette vague de grunge. Il n'y a pas moyen. Alors, on a arrêté. On s'est arrêté. On s'est dit, écoute, on va prendre 5, 6 ans, 10 ans.
Et puis, alors, ça a recommencé un petit peu avec un concert qui s'appelait Rocklahoma, qui est 2007, je crois. Ça a recommencé en 2007, 2008 en fait. On a joué Rocklahoma en 2008 Oui, avec j'ai les vu, ouais. Scorpions, Mhm. Scorpions, Twisted Sister, Kingdom Come. Il y a une espèce de résurgence, une espèce de rebirth de la musique des années 80 qui s'est passée. Mais c'est un peu la vie, ça. Il y a des choses qui meurent, les choses qui revivent, on ne pouvait pas contrôler ça. Donc, quand tu es musicien, comme nous, on était musiciens, on est un peu à la merci, si tu veux, des radios, des télés, de la presse. On est un peu à la merci de tout ça. On peut pas faire, tu peux pas faire tes valises et aller faire une tournée avec une voiture. C'est beaucoup plus compliqué. Donc, tu es un petit peu à la merci des grosses compagnies, quoi. Des grosses compagnies de tournée, des compagnies de radio, était un peu l'esclave de ces gens-là, en fait. Et quand il y a pas, quand c'était le grunge, c'était le grunge. On ne pouvait rien faire. Alors, je crois que moi, j'en ai profité un petit peu pour faire un truc un peu différent. J'ai commencé un groupe qui s'appelle Puzzle Gut. On allait signer sur Interscope. Et puis, on est parti en tournée avec Iggy Pop, qui était d'ailleurs assez extraordinaire, je dois dire. Très intéressant parce qu'en en fait, on a pratiquement plus, on a eu plus de public avec Iggy Pop que j'ai eu avec XYZ, plus ou moins. C'est assez intéressant, la vie. Mais enfin, bref, quand le grunge a commencé à s'effondrer un petit peu, ben, on s'est remis au boulot. Mhm. Alors là, on a appelé Marc, on a appelé Paul, mais ça les intéressait pas. Donc, on a continué avec Joe Shapiro en drums et Tony Marcus en guitare. Et on a repris la route, quoi. Alors, on a tourné un peu avec Twisted Sister. D'accord. Très sympa, super sympa. On a fait beaucoup de concerts avec eux. Maintenant, c'était un peu moins les clubs et beaucoup plus les festivals. C'était tous des trucs de festival, toi. En fait, en gros, vendredi, samedi soir. Dans la semaine, on ne faisait pas grand-chose. Le métier a beaucoup changé. Avant, c'était tous les soirs. Et maintenant, c'est beaucoup plus un truc de week-end. Les D'accord. festivals, c'est ça qui paye un peu plus. Alors, c'est ce qu'on fait, quoi. En gros. Ok. Donc, on revient un petit peu en arrière. Donc, du coup, alors déjà, est-ce que tu te rappelles de l'année où le groupe s'est séparé? Et après, voilà, on vous retrouve en 95 avec le live Take What You Can, qui sortira en Europe que 2 ans plus tard. Euh, voilà, est-ce que tu peux revenir? Bon, je te resplit, voilà, donc c'est surtout l'année. Et le live, est-ce que c'est une sorte de clôture de contrat ou quelque chose comme ça? Le live, c'était une compagnie japonaise, en fait, qui nous a demandé est-ce que vous avez un truc live? Alors, on avait enregistré, on avait un concert, je crois, à Los Angeles pour une station de radio qui s'appelait KNAC, qui était Oui, vraiment la grosse radio rock and roll de Los Angeles. Et ils nous avaient envoyé un camion d'enregistrement, ils avaient enregistré le truc et tout, ils avaient gardé toutes les tapes, tout le data. Et puis, quand la compagnie japonaise de Sony, je crois, c'était Sony Burnett Company in Japan, qui voulait faire un disque live. Alors, on a dit, OK, on a contacté KNAC, on a demandé si on pouvait se servir de l'enregistrement. Ils nous ont donné la carte blanche. Et voilà, on a fait un disque qui est assez intéressant d'ailleurs parce que c'est la première fois en fait que j'écoutais un peu ce qu'on faisait live. J'ai jamais vraiment pris le temps d'écouter les concerts, quoi. Est-ce que quand tu joues, après le concert, il y a une fête backstage. T'as pas vraiment le temps d'écouter, quoi. Alors, c'est la première fois que me suis assis dans le studio et j'écoutais ce qu'on faisait. mhm, Et puis, bon, il y avait des erreurs. On a fait des erreurs. Alors, on a réparé deux, trois trucs. Je me rappelle, j'ai changé deux, trois trucs à la basse. Thierry a peut-être changé deux, trois trucs. On a réparé un petit peu tout ce qui avait besoin d'être réparé. Et puis voilà, on a fait ces trucs.
Euh, Ça, pour moi, c'est intéressant parce que ça, c'est vraiment c'est être nu pratiquement sur scène. À l'époque, on n'avait pas d'électronique. Il n'y avait pas de. On jouait, on jouait, on jouait. Il n'y avait pas d'électronique, il n'y avait pas de machin, samples. Ça n'existait Ouais. pas. Il fallait jouer, c'est qu'il fallait les vocaux, c'est les vocaux. Il y avait pas de auto-tune, il n'y avait pas de, il n'y avait pas de truc digital qui pouvait te permettre de rectifier le tir. Il fallait vraiment jouer. Quoi. Et ça, c'est intéressant. Alors qu'aujourd'hui, bon, ben, maintenant, la technologie est tellement différente, tu peux te permettre de faire des choses beaucoup plus synthétiques, si tu veux, mais moins intéressantes. Et ouais, c'est ça, parce que des fois, on va voir des groupes et on se pose toujours la question, est-ce qu'ils jouent pour de vrai ou est-ce qu'il y a de la Ah, triche ou voilà. des trucs comme ça? Voilà, c'est ça. Alors maintenant, aujourd'hui, il est très facile de tricher. Mais à l'époque, c'était pas possible. C'était pas possible. Il n'y avait pas je pensais pas qu'il y avait de hard drive. Ça n'existait pas à l'époque, ça. Il n'y avait pas de digital, comment on dit, numérique. Le numérique, Mhm. c'est quelle année? C'est 98, ça. Les numériques, la Oui, première par chose là. numérique, je crois que c'est Windows 98 ou 95. Windows. Oui, il y avait Donc, en fait, dans les années 90, ça n'existait pas, ça. Il fallait vraiment jouer. Moi, j'ai joué de la basse, on jouait de la guitare, le batteur, il jouait, et on jouait. Thierry, il chantait. Il chantait. Quoi. C'est marrant. Hein? Et du coup, ce live, en fait, je, alors, si je fais pas d'erreur, tous les titres, je crois qu'ils sont du premier album. Il a été enregistré sur la première tournée ou Oui, ça devait être enregistré. C'est vrai ce que tu dis. Je ne crois pas qu'il y ait un truc du deuxième. Ça a été enregistré à Los Angeles. Oui, on n'avait pas le deuxième disque encore. C'est juste le premier disque. Ah ouais, tu d'accord. as raison. Et par contre, du coup, voilà, donc, quand il est ressorti en Europe, donc, je crois que c'était Axe Killer, le label. euh, En fait, les titres studio qui sont en bonus et la jaquette, ils sont différents sur les deux pressages. Est-ce que tu peux Oui, alors l'expliquer? Axe Killer, ils avaient fait, ils ont très très bien, ils ont remaster, c'est-à-dire, je sais pas comment ils l'ont fait d'ailleurs. Ils ont demandé sans doute à notre maison américaine le truc original, quoi. Et ils l'ont fait un peu mieux d'ailleurs. Ils ont rajouté de la qualité, le son est un peu meilleur, le package, la photo, tout ça. Ils ont fait un boulot d'enfer. Hein. Mais ça, on n'est pas. Ils nous, quand tu es dans une maison de disques comme ça, ils ne te demandent pas ton avis, quoi. Ils te donnent juste, à la fin, ils disent, ben voilà, c'est ce qu'on a fait. Mais moi, j'étais très, très heureux de Axe Killer. Ils ont fait un boulot d'enfer. Hmm. Je ne sais pas si ça existe toujours, d'ailleurs. Je crois que ça existe toujours. Je ne sais pas. Ça fait un petit moment que j'en ai plus entendu parler. Je sais que vers la fin des années 90, ils ont réédité beaucoup de trucs, mais Beaucoup de trucs. Oui, on était invités. Ils nous ont invités à Paris. Je suis allé dans les bureaux. Très sympa. Mais ils avaient un paquet de groupes. Hein. Ils avaient beaucoup de groupes. Des rééditions. il me semble, ouais, mais je crois pas que ça existe encore. Hein. Ah, Maintenant, c'est plus pareil parce que tu ne peux pas acheter de disques vraiment. Il n'y a plus de magasins de disques, quoi. Ça n'existe très plus. peu. Très peu. Il y a des magasins de vinyle, quoi, pour les collectionneurs, mais alors, chez nous, c'est fini. Il n'y a pas de magasin de disques, ça n'existe plus, quoi. Il n'y en a D'accord, pas. ok. En France, on a encore quelques-uns. Bon, des fois, les bacs ils sont un peu vides, mais les disquaires Ah oui, existent quand même. toujours. Hein. Ouais, ouais, Ah oui, ouais. quand même. Moins, mais encore. Ah oui, d'accord. Ok. Donc, du coup, voilà, il faudra attendre 2002 pour la reformation. Alors, pendant ce temps, voilà, tu me disais que tu avais joué dans ce groupe, dans Poser God, c'est ça? Puzzle Gut. Il y a Puzzle Gut. Puzzle Gut. Ça, c'est un groupe un Puzzle peu God. punkish Ok, que j'ai commencé d'ailleurs avec Joe Shapiro. ok. Et on avait un copain à moi, un chanteur, il était guitar player pour un groupe qui s'appelait Bâton Rouge. Alors, Bâton Oui. Rouge, c'était un groupe sur Atlantique, un groupe américain de Louisiane. Et on était bien copains avec le chanteur, le guitare. Et puis, je sais pas, on s'est dit, ben, pourquoi on ne fait pas un truc ensemble? Et on a commencé, et ça, en fait, ça a très bien marché. Ça a marché très, très vite. Ça nous a pris un an ou deux, plus ou moins, pour être signé par une maison de disques. Et ils nous ont mis en tournée, une tournée de festival avec Iggy Pop.
Ouais. et Limp Bizkit. C'était un peu l'époque rap, Néo. Ouais. c'est une époque très forte. Mais on a bien rigolé, on a fait un disque. Le disque, ça n'a pas très bien marché parce qu'il y a plus de maison de disques à l'époque. C'était vraiment la fin. Je crois que c'est 97, je crois. 97, D'accord. 98. C'était la fin quand les magasins de disques fermaient, quoi. Il n'y avait plus de magasins de disques. Donc, pour acheter un disque, il y a une époque où tu pouvais, ça n'existait plus, quoi. C'était D'accord. même difficile de survivre, quoi. Mais enfin, c'était une époque très intéressante parce que les radios sont devenues beaucoup plus éclectiques, Hmm. beaucoup plus. C'est-à-dire qu'ils jouaient n'importe quoi, un peu du folk, du rock, country music, punk music. C'était très éclectique. Donc, artistiquement, c'était une époque intéressante. Et du coup, le nom de l'album, c'est quoi? Je vais essayer d'aller l'écouter si je le trouve. Merde, ben, je t'enverrai un link. Ça s'appelle juste, Ok. ça s'appelle Puzzle Gut. Je D'accord, ça t'enverrai s'appelle. un link. Alors, c'est Joe Shapiro à la batterie, Lance Bullen from Baton Rouge, guitare et chant, et moi à la basse. D'accord. Donc, on y arrive, 2002, reformation de XYZ, mais du coup, sans toi dans un premier temps, puisque Sean McNabb, qui a joué avec Grit White, tenait la basse. Donc, tu as un peu expliqué voilà, que tu étais signé avec un autre groupe. Quelque part, voilà, est-ce que ça n'a pas été une frustration pour toi? Puis est-ce que quelque Non, part. non, en fait, j'étais assez content que je sois pas forcé de le jouer, quoi. Premièrement, Thierry est beaucoup plus musical que moi. Quand Thierry a décidé de faire Letter to God, c'était beaucoup plus musical que le traditionnel XYZ. Et la relation que j'ai, la relation artistique que j'ai avec Thierry, lui, c'est le complicateur. Moi, je suis le simplifier. Et on rigole toujours, on en parle beaucoup. He complicates everything. I simplify everything. Et c'est pour ça que ça marche ensemble, parce que lui, il est très compliqué. Moi, je suis très, très simple. Donc, c'est cette combinaison qui fait X, Y, Z. C'est ça, quoi. Mais alors, quand je suis pas là, it goes very complicated. So, musicalement, je trouvais que c'était trop compliqué pour moi. Mark Diglio didn't want to do it. He was like, it's not bluesy. It, we didn't think, on pensait pas que le matériel musical était très XYZ. Alors on a fait un peu, on a fermé les yeux et Thierry a fait son truc. Et moi j'étais signé dans une maison de disques concurrente, plus ou moins. Donc j'avais pas le choix de toute façon. J'aurais pu faire une demande de rupture de contrat, mais c'est compliqué avec les avocats, tout ça. C'était une galère. D'accord. Mais du coup, ouais, c'est vrai que ce que tu dis, ça rejoint un petit peu ma question suivante, parce que en fait, cet album, je le trouve plus prog, en fait. Enfin, pas complètement prog, mais avec des influences un peu plus progressives, justement, quoi, un peu plus Et techniques. tout à fait, tout à fait. En fait, très prog. Moi, je trouve que c'était très prog. Hmm. Ce qui est musicalement intéressant, mais c'est pas vraiment mon truc à moi. Moi, je suis très simple, moi. Moi, je suis AC/DC. Je suis pas compliqué du tout. Alors qu'il est beaucoup plus musical que moi. D'accord. Mais du coup, maintenant, actuellement, quand vous faites des setlists, est-ce que vous jouez encore des morceaux de cet album ou vous l'avez complètement zappé? Bon, on joue pratiquement. Peut-être, non. Je crois que Thierry fait peut-être un morceau acoustique, D'accord. euh, mais non, on fait que quand on joue live, on fait que le premier et le deuxième disque. D'accord. Ok, donc tu réintègres donc le groupe en 2003, pardon, et l'on retrouve le line-up de Hungry. Qu'est-ce qui t'a fait revenir finalement? Tu avais fini ton contrat de l'autre côté On ou avait filé le contrat de l'autre côté, et puis le contrat, je crois que c'était 10 ans. On a dû signer 94, 2004, oui, un truc comme ça, oui. Et D'accord. puis, ben voilà, tout doucement, 2005, 2006, 2007, le rock and roll revient un petit peu sur la radio, toi, aux États-Unis, ça commence à revenir un petit peu. Et puis tout doucement, ça s'est concrétisé, si tu veux. On a commencé à faire un peu des festivals,
à droite, à gauche. Et puis au début, il n'y avait personne, hein. Puis tout doucement, les gens commençaient à revenir un peu. Puis bon, oui, voilà, ça, il y a une espèce de nouvelle vague rock and roll qui s'est créée, quoi, et on en a profité. Hmm, d'accord. Alors, ok, donc ça, répondu. Donc là, tout prog, ok. Ouais, donc du coup, voilà, bon, toujours sur Letter to God, même si tu n'y as pas participé, l'album, il contient des nouvelles versions de Inside Out et What Keeps Me Loving You. Est-ce que tu sais pourquoi ils les ont réenregistrés? Je ne sais pas pourquoi, j'en ai jamais vraiment. Enfin, moi, j'ai quand même écrit les paroles. J'ai fait toutes les paroles pour Thierry, et puis je crois qu'il m'a demandé, il m'a dit, est-ce que ça t'ennuie que je fasse une copie de Inside Out? J'ai dit, non, ça ne me gêne pas. Très honnêtement, je ne suis pas très au courant de ce qu'il a fait. Il faudrait que je le réécoute. Ça fait des années que je n'ai pas écouté ce D'accord. truc-là. Euh, mais oui, je crois qu'il a fait deux, trois reprises, plus ou moins, de nos chansons des années 88. What Keeps Me Loving You, c'est 88-89. Et Letter to God, quelle année? 2003? 2003 à la Non. sortie, ouais. Ah oui, quand même, beaucoup plus tard. Alors. Ouais, ouais. Bon, il a fait trois reprises. Voilà. D'accord. Mais Pourquoi pas. du coup, tu dis que donc, les paroles de Letter to God, c'est toi qui as tout écrit alors? Oui, c'est moi qui ai tout écrit. Alors ça, c'est des paroles que j'ai écrites. Euh, c'est des chansons qui existaient un petit peu avant, en fait. D'accord. Et puis, on pensait que c'était tout. C'est des chansons qu'on a écrites. On pensait que c'était trop progressif, peut-être, pour X, Y, Z. Alors, on les a mis un petit peu de côté. Et puis, donc, les paroles étaient peut-être 80% finies, quoi. Et quand D'accord. Thierry a décidé de renouveler un peu ce paquet de chansons-là, j'ai fini les paroles en Ah tournée. oui, Je donc, tournais avec quelqu'un d'autre déjà, mais euh, je me rappelle pas, ça fait comme des années, mais je crois que les paroles, oui, c'était plus ou moins fini. J'ai fait un peu de fini, mais pas beaucoup. hmm. Ouais, donc du coup, quelque part, tu es quand même présent sur cet album, quoi. Oui, T'as une participation, oui, quoi. c'est ça, au niveau des paroles. Oui, c'est ça. C'est ça. D'accord. Euh, ok, donc en 2005, vous sortez Forbidden Demo 85-91. Alors, c'était quoi l'idée? Vous vouliez mettre à l'honneur les line-up de l'époque qu'on ne retrouvait pas sur album? Non, je crois qu'il y avait une époque, c'était un petit peu la mode. Il y a beaucoup de gens qui ont fait ça. Je me demande qui c'est qui a commencé. Je crois que c'est Tesla qui a commencé ça. D'accord. Ils ont décidé de sortir des trucs qu'ils avaient fait en démo, quoi. Je sais pas. Je trouve que d'un autre côté, c'est intéressant parce que tu vois un petit peu euh, le travail bâclé, quand c'est bâclé par les musiciens, c'est-à-dire en démo vite fait sur le gaz, hein, on n'en parle plus, voilà, c'est juste pour une démo. C'est un petit peu intéressant de voir ça, parce que même les paroles sont pas finies, c'est un peu bâclé, quoi. Mais au niveau artistique, c'est quand même assez intéressant. Et bah, je sais pas, moi, j'étais pas tellement pour, mais maintenant que c'est sorti, et je l'écoute, je dis que c'est quand même intéressant de voir que une chanson que tu écoutes à la radio, elle n'est pas née comme ça. Il y a Ouais, une succession de paliers, si tu veux. Et c'est assez intéressant, je trouve. d'accord. Parce que justement, voilà, en l'écoutant, j'ai trouvé que le son, il était vraiment très bon pour justement pour des démos. Est-ce que vous les avez remixés, remasterisés, voire même refait quelques parties, ou c'est quand même resté tel que c'était à Non, l'époque? parce qu'en fait, le son est bon parce qu'on était signé sur Atlantic en D'accord. 1986, 1987. On a fait un disque complet. Et Atlantic nous ont dit, bon, on va vous envoyer au studio, Cherokee, un studio extraordinaire à Los Angeles. Euh, vous allez tout enregistrer avec la qualité, comme ça on peut vraiment entendre. Alors on a tout enregistré et ils ont décidé de nous laisser tomber. Ça les intéressait pas. Ils pensaient qu'on était un peu trop prog. Et D'accord. ils avaient une heavy metal vision qu'on n'avait pas, nous, à l'époque. Donc, on avait enregistré qualité à cause
de l'Atlantique et nous ont donné la permission, si tu veux, de se servir de ces démos, plus ou moins, beaucoup plus tard, pour cette release. D'accord. Alors, en dernière piste de cet album, on retrouve une version de High Life avec des claviers qui sont très présents. Alors, ces parties clavier, elles me font penser à un tube d'une chanteuse dont le nom m'échappe. Alors, est-ce que tu vois de qui je parle? Est-ce que tu sais si ces accords, ils ont été réutilisés par la suite justement pour cette chanteuse en Ah, question? High Life, ça Ouais. c'est marrant. High Life, donc ça, High Life, ça a été écrit euh, pour une banque japonaise. Ah, tu vas rigoler là. Il y avait une banque japonaise qui s'appelle, je ne sais pas, ça n'existe plus, ça, mais ils avaient besoin de musique pour une pub. Et on a écrit la chanson pour eux, ils nous ont payé, ils nous ont donné de l'argent, ils l'ont mis, c'est passé au Japon, à la télé et tout. Je me rappelle pas, du synthétiseur, alors on en a mis, mais je me rappelle pas pourquoi ou comment, qui c'est qui a joué ça. Je me demande d'ailleurs. Peut-être c'est Thierry qui a fait ça. Thierry, il joue un petit peu du piano, il n'est pas mauvais du tout, hein. Alors, il se D'accord. peut que ce soit Thierry qui ait joué tous ces synthétiseurs, hein. Mais ça a été fait parce qu'il y avait une demande, si tu veux, cette banque japonaise, et je ne me rappelle plus qui c'est, une espèce de banque internationale japonaise qui avait besoin de musique américaine pour faire de la pub. D'accord. C'est fou ça. Alors, ouais, peut-être qu'après, ils ont réutilisé, enfin, ou alors peut-être que je me trompe aussi, hein, mais c'est la partie du clavier, elle me rappelle vraiment un morceau, mais je n'arrive pas Je à la ne sais remettre. pas, écoute, j'aimerais bien entendre ce morceau. Tu sais, dans l'ensemble, tu es musicien toi-même? Je fais de la batterie. Ah, ben, Donc, d'accord. Alors, donc, tu n'es pas musicien. voilà, c'est ça, exactement. It's always a good joke, dude. Mais euh, quand tu réfléchis un peu, il y a juste 7 notes dans le scale. There's only 7 notes in Ouais, a scale. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. That's all you got. A, B, C, D, E, F, G. That's all we got. Donc, il y a bien sûr des trucs qui vont ressembler un peu à d'autres. Ça, c'est obligé. hmm. Oui, oui. Mais là, j'aimerais bien, je suis curieux, si tu trouves qui c'est un groupe français, tu me dis? Je sais pas du tout. Moi, j'aurais plutôt tendance à, je sais pas, je pense à des chanteuses genre Christina Aguilera ou quelque chose comme ça, mais je suis absolument pas sûr, quoi. Alors, ah oui, beaucoup plus récent, alors je sais Ouais, ouais, pas. ouais, quelque chose des 15 20 dernières années, peut-être, quoi. Ah oui, bah peut-être. Mais Pourquoi je l'ai pas? sur le bout de la langue, Ça, j'arrive c'est pas à le. intéressant. Ça fait 2 jours que je suis avec ce truc que j'arrive pas à trouver, quoi. Ah ben, High Life, c'est beaucoup plus vieux que ça. High Oui, Life, oui, oui, c'est oui. 85. Ouais, voilà, c'est ce que j'ai vu, c'est pour ça que. Peut-être, D'accord. oui, Bon. je ne suis pas au courant, mais ça peut être intéressant. Oui, bon, des fois, tu sais, tu entends un morceau qui te rappelle d'un autre. C'est un peu, c'est la vie, ça, si tu veux. Tu ne peux pas être complètement original 100%. C'est pas possible. Hmm, ok. Euh, Voilà, donc du coup, la même année, il semble, donc toujours en 2005, il semble qu'une autre compilation de démos qui s'appelle Rainy Nights, elle soit sortie. C'était la même chose avec un autre nom ou c'était encore. Alors ça, je crois que en fait, c'est Bobby Piper. C'était notre guitariste des années 86-87. Ouais, Euh, il est parti en tournée avec ce groupe australien Heaven, comme je t'ai dit. Et puis, après ça, je crois il avait gardé des démos qu'on avait fait avec lui et il a décidé de, de les sortir un peu. Alors ça, je ne me rappelle pas bien ce que c'est. Ça, c'est pas officiel. C'est pas un truc d'accord, XY. Ça, c'est un peu ce qu'on appelle bootleg. C'est-à-dire, très honnêtement, il aurait dû nous demander la permission de faire ça, parce que la qualité n'est pas très très bonne. Mais je ne crois pas qu'ils nous ont demandé la permission. Je ne me rappelle pas. Ça, c'est des histoires d'avocats, je ne sais pas. Mais d'accord, ça, c'est pas officiel XYZ. d'accord. Ouais, c'est peut-être pour ça que j'ai pas réussi à l'écouter ou j'ai juste lu le nom, quoi, mais C'est j'ai assez pas. difficile à trouver. Je ne sais même pas si ça existe, en fait.
J'en ai entendu parler, mais c'est pas officiel. C'est pas un truc qu'on a fait nous. C'est pas Hmm. Thierry et moi. C'est un truc qu'il a fait de son côté. Enfin bref. D'accord. Alors en 2010, Terry Ilous, donc il a rejoint Great White pour une durée de 8 ans. Est-ce que tu te souviens comment il a intégré ce groupe? Écoute, ça, c'était une époque où Thierry et moi, on parlait pas tellement, hein. D'accord. Une petite époque qui était un peu difficile, je pense, pour nous deux. Musicalement, moi, j'avais commencé un truc très différent. Euh, J'avais déménagé de Los Angeles. J'ai déménagé en 2012, 2013. Je suis déménagé à Las Vegas parce qu'à Las Vegas, il y avait un espèce de truc qui s'appelle Rock the Vault, qui est une espèce de spectacle où il y a des musiciens qui passent sans arrêt. C'est un spectacle assez sympa. D'ailleurs, je crois que ça passe toujours. Et je suis venu pour auditionner, pour essayer d'avoir pour essayer d'avoir ce boulot à Las Vegas. Mais en fait, je ne l'ai pas eu. Le type qu'il a eu, c'est le Hugh McDonald qui m'a remplacé, qui m'a foutu à la porte, en fait. C'est le bassiste de Bon De Jovi. Bon Il est Jovi? très, très fort. Très, très fort. Très, très sympa. Un type très sympa. C'est lui qui a eu le, le boulot, quoi, le gig. Et bon, moi, j'ai décidé, bah, écoute, je suis à Las Vegas, je reste à Las Vegas. Et puis, Thierry était à Los Angeles, donc on ne se voyait pas souvent. On a perdu un petit peu contact pendant un moment, quoi. J'avais entendu dire, les gens me disaient, oui, oui, il passe avec Great White. Moi, Great White, c'était pas vraiment mon truc. Je me suis jamais vraiment branché sur Great White. Je savais pas bien ce qu'il faisait, en fait. D'accord. Euh, Thierry, il a été embauché, quoi. Alors, quand t'es dans ce métier, quand tu es musicien, euh, bah, si quelqu'un t'embauche, si l'argent, si la paye n'est pas mauvaise, tu le fais, hein. Mhm. Alors, on est tous un peu coupables de ça. On a tous fait un petit peu ça, hein. Des fois, tu te fais embaucher, même si c'est pas vraiment ton truc, mais si tu te donnes un petit peu d'argent, ben oui, c'est comme ça, la vie. D'accord. Et là, tu parles de Hugh MacDonald. C'est lui aussi qui jouait sur l'album Et Stupid de Davis Cooper, il me semble, non? Oui, je crois que tu as raison. Alors, ça, c'est marrant parce qu'il y a une connexion avec Lance Bullen de Puzzle Gut. Lance Bullen a écrit sur ce disque avec Alice Cooper. Alors, on était tous un peu connectés comme ça, on se connaissait tous un petit peu là. Alors maintenant, D'accord. Hugh McDonald, je crois plus qu'il est, je sais pas où il est maintenant, mais je crois plus, il est plus à Vegas, hein. Je crois que peut-être que c'est même fini maintenant. Je sais pas. Le Rock the Vault, il y avait beaucoup il y avait Doug Aldridge à la guitare Oui. euh, de Whitesnake. Il y avait qui c'est qui jouait le batteur de Saga. Je ne sais pas si tu te rappelles de ce groupe Saga. Oui, oui, je me rappelle, je suis en train de chercher son nom. Euh, Il avait un nom bizarre, Zemus, Négus, Steve Négus. oui, un truc comme ça, voilà. Et puis il y avait le, Ah merde. le basse. Mais enfin bon, il y avait un paquet de musiciens super branchés d'ailleurs, un peu progressifs, un peu rock. Il y avait un peu tout le monde, c'est très très intéressant. Et moi je pensais, pourquoi pas quoi, ça payait pas mal, je crois que ça payait, oui ça payait pas mal, hein. Ils te donnaient une chambre d'hôtel, ils payaient tout, c'était assez sympa comme boulot quoi. Mais bah, j'ai pas eu le boulot, quoi. C'est Hugh McDonald. C'est un type qui est très bien, très sympa. Il est bien, il est beaucoup plus bass player que moi. Il est beaucoup plus talenté que moi. Donc, mais ça, c'est bon. Écoute, j'étais à Vegas, j'ai décidé de rester à Vegas. Et de temps en temps, je vais le voir, ce truc-là. Je l'ai vu deux, trois fois. Il y a un spectre là, qui a des soucoupes volantes qui arrivent du plafond, ça descend, et puis les musiciens sortent de la soucoupe volante avec de la fumée et tout. C'était très Vegas, mais très marrant. C'est spectaculaire. Très spectaculaire. C'était sympa. Ok. Je te propose qu'on fasse une petite pause. Et après, on entame, je pense que ce sera la dernière partie. Ok, dis-moi, tu me tiens au courant. Ok, je te renvoie les liens. Ok, ciao. Hop.